Joseph saisit l'occasion pour s'éclipser avec sa jolie blonde. Pendant ce temps, les employés redoublent d'efforts afin de ramasser tout ce qui traîne par terre. D'autres employés préparent le dernier service. Ils alignent sur la grande table quantité de bouteilles et de verres. Entre deux danses, on vient se faire servir et le rythme du débit de boisson est particulièrement soutenu. Les bouteilles vides envahissent les tables voisines. Monsieur Marcel a interdit de les ranger. Il souhaite d'un simple coup d'œil sur le nombre de ces bouteilles évaluer le niveau de participation à la fête. Aux environs de 11 heures, Joseph me demande si je veux bien faire le guet devant la porte de la grange. J'accepte volontiers de lui rendre service et je le vois disparaître dans la grange avec la jolie blonde pendant près d'une heure. Quand il en ressort, nul n'a remarqué leur absence et personne ne s'est approché de la grange. Apparemment, tout s'est bien passé pour lui. La jolie blonde est aussi souriante que lui. Ils se joignent aux invités et je les perds de vue. Un moment plus tard, j'aperçois Joseph sortant de la maison. D'un signe de la tête, il me fait comprendre qu'il désire me parler. Tout est arrangé. Najma t'attend dans la chambre du fond, au premier étage. Ma sœur est au courant. Tu n'auras pas à craindre de mauvaises surprises. Sois quand même discret. L'homme des cavernes ne se doute de rien. Amuse-toi bien et merci pour tout à l'heure. Une dernière chose. Dans le cas où on ne se reverrait pas, j'aimerais que tu veilles sur ma sœur. Il est probable qu'un jour ou l'autre, ce mariage se termine mal. En passant voir Nejma, tâche de savoir comment ça se passe pour ma sœur. Si un jour tu apprends que ça ne va pas du tout pour elle, charge-toi de la faire partir de chez cet attardé. Tu peux t'en occuper? J'essaierai de faire de mon mieux. Tu as un frère, Youssef. Viens quand tu veux à Alger. Tu seras toujours le bienvenu. Je ne te retarde pas plus. Amuse-toi bien et merci encore pour tout à l'heure. C'était parfait. Si pour Joseph ce fut parfait, ce fut pour moi le summum du bonheur. Dieu m'est témoin. Je n'aurais pu atteindre d'autres cieux. Le lendemain matin, je regagne le Douar à pied. Je demeure pendant près d'une semaine sous le charme de cette nuit-là. Par la suite, je repasse régulièrement à la ferme. Nejma et moi bénéficions pour nos rencontres de la complicité efficace de Lucette. C'est elle qui organise nos entrevues. Elle fait en sorte que nous puissions nous voir lors des nombreuses sorties de M. Marcel. Quant à elle, elle paraît satisfaite de sa nouvelle vie. Au Douar, la vie n'est guère reluisante. Nous sommes toujours confrontés à la dureté des temps. Nous manquons presque de tout. Pour la première fois de notre histoire, la fin du Ramadan est célébrée dans la plus grande morosité. Nous n'avons pas eu de quoi organiser dignement les fêtes. C'est à cette époque que Rabat nous annonce sa volonté de faire construire une mosquée. Il a obtenu toutes les autorisations nécessaires et quelques subventions pour la construire. Nous n'en saurons jamais la provenance ni le montant. Rabat réunit les 4 douars voisins et leur soumet le projet. Lors de cette réunion préliminaire, la décision de construire la mosquée est prise à l'unanimité. Chaque douar apportera son concours en hommes et en matériel et une souscription est lancée. Cette mosquée a pour but d'éviter aux habitants des douars concernés de faire le trajet en ville. La mosquée sera édifiée sur la colline de Mahmoud, le tueur de serpents. L'endroit est situé sensiblement à égale distance des douars et a l'avantage d'être à proximité d'une source. L'imam n'aura pas à se déplacer pour se procurer de l'eau.
Dans le temps, un nommé Mahmoud l'intrépide avait choisi cette colline pour tuer les serpents qu'il capturait. Avant de les trucider, il avait pour habitude de s'adresser à tout le pays et de prendre à témoin le Créateur. Ensuite, il leur coupait la tête et les étalait sur la colline. Il vouait une haine féroce à ces animaux et s'était mis en tête de faire disparaître toute l'espèce de la région. Il les chassait à longueur d'année jusqu'au jour où il se fit mordre mortellement par l'un d'eux. Depuis, les habitants de la contrée avaient attribué son nom à cette colline. Les travaux débutent rapidement. Quelques mois après seulement, la mosquée sort de terre. La conception est d'une grande sobriété, bien que la souscription ait rapporté plus que les prévisions. Une fois terminé, l'édifice comprend une grande salle de prière, une salle d'eau, un minaret de 7 mètres de haut et une dépendance réservée à l'imam qui en fera sa maison. L'imam, issu d'une grande famille du pays, a été coopté sans difficulté. Il jouit en effet d'une bonne réputation et d'une grande intégrité morale. Il s'est dépensé d'ailleurs sans compter lors de la construction de la mosquée. Entre-temps, les Américains ont débarqué en Algérie. À ce qu'on dit, ils sont disposés à équiper une armée française si les patriotes parviennent à constituer des troupes régulières. Selon ce qui m'a été rapporté, les deux parties sont en pleine négociation, car les Américains refusent de céder à toutes les exigences. Nous en sommes là quand, en me rendant chez Nejma, je découvre ma compagne toute retournée et pleurant à chaudes larmes. Que se passe-t-il, lui dis-je. Lucette, il lui arrive malheur? Allez, parle, bon Dieu. Lucette, monsieur Marcel l'a battu. Il l'a battu? Mais il est devenu fou. Pourquoi a-t-il fait cela? Ils se sont disputés à propos des sorties de monsieur Marcel. Ce fumier fréquente les prostituées. Monsieur Marcel n'a aucune morale, ni aucune dignité de l'homme d'honneur. Il vient d'être le père d'une magnifique fille et il ne trouve rien de mieux que de poursuivre la pratique de ses vices. Et Lucette, comment va-t-elle? Ça va encore, mais elle veut partir de la maison. Je ne sais plus que faire pour la retenir. Joseph m'a recommandé d'aider sa sœur si cela tournait mal. Mais je ne vois pas ce que je peux faire. À tout hasard, je demande à la rencontrer. Peut-être sera-t-elle en mesure de me dire de quelle façon je peux lui venir en aide. Trouve-moi une voiture, Youssef, me supplie-t-elle. Je t'en prie, trouve-moi une voiture. Je ne veux plus rester ici. L'affaire s'annonce délicate. Monsieur Marcel a ordonné aux employés d'interdire l'accès de la ferme à tout véhicule étranger à la maison. Il a exigé aussi qu'on le prévienne immédiatement si Lucette s'avise de quitter la maison. En me dirigeant vers la ville, je ne sais pas comment je vais m'organiser pour trouver une voiture et pour faire sortir Lucette et Nejma sans éveiller l'attention des employés. De plus, je n'ai pas d'argent, ni pour leur payer le train, ni pour louer une voiture. Lucette en a sans doute, mais dès qu'elle m'a chargé de l'affaire, je dois me débrouiller seule. C'est une question de principe, une question d'honneur. Je ne peux décemment demander de l'argent à une femme. J'erre en ville pendant quelques heures en quête d'inspiration. Je me renseigne auprès des chauffeurs de taxi pour savoir le tarif d'une location à destination d'Alger. Je suis abattue en constatant que je ne dispose pas de la somme. Il faut que j'aille rapidement au douar. Là-bas, je trouverai l'argent. Je me hâte d'aller chez le meunier dans l'espoir de trouver une monture. Celui-ci est heureux de me voir. Il m'invite à prendre le café avec la famille, mais je suis très gênée de lui répondre. Je te prie de m'excuser, mon oncle, mais Dieu m'est témoin, je suis confrontée à un problème d'argent
que je ne parviens pas à résoudre. C'est une affaire d'honneur, et je suis obligé de partir sur le champ au doigt. J'espère y trouver la solution. Youssef, je ne te reconnais plus, me répond-il. Oublies-tu par hasard que je suis de la famille? C'est impossible que je puisse l'oublier un jour, mon oncle. Sache alors que le douar commence par chez moi. Youssef, parle, parle, ou ne remets plus jamais les pieds chez moi. Je suis dans l'obligation de tout lui raconter, du début jusqu'à la fin. Bien, bien, dit-il, résumons-nous. Il te faut une voiture, et il faut que tu sortes les femmes de la ferme, c'est bien cela. Oui, il y aura aussi le bébé. Lucette ne veut pas le laisser. Bien, bien. La voiture, ce n'est pas un problème. Nous prendrons la mienne. Mais mon oncle, depuis quand as-tu une voiture? Tu devrais avoir honte de toi, car si tu venais me voir plus souvent, tu saurais que je l'ai depuis 7 mois déjà. Attendons la nuit. Maintenant j'ai trouvé la solution à tes ennuis. Bien, bien. Suis-moi. On va boire le café. Francis, le jeune fils du meunier, est parti depuis une demi-heure en emmenant le bébé. Mon cousin Sédic est sorti avec tous les hommes de la ferme, voir ce qui se passe derrière les collines. Les coups de feu tirés dans cette direction peuvent être l'œuvre d'un voleur de bétail. Le meunier a dû gaspiller une dizaine de cartouches pour se faire entendre. Quant à moi, j'attends dans la grange que Lucette et Nejma enfilent les habits que le meunier s'est procurés dans les affaires de sa femme. Lorsqu'elles viennent me récupérer, je suis certain qu'on ne pourra les reconnaître. Puis nous nous dépêchons de rejoindre la voiture qui nous attend, stationnée sur la route, 2 kilomètres plus loin. Nous roulons toute la nuit, et avant que le soleil ne se lève, Lucette pleure en retrouvant ses parents. Mais comme un malheur n'arrive jamais seul, les parents de Nejma viennent chercher leur fille. Ils l'ont promise à l'un de ses cousins qui est venu la réclamer. Je suis désemparé et littéralement effondré par ce mauvais coup du destin. Je n'ai plus goût à rien. La vie m'est devenue insupportable. Malgré l'insistance du banquier et de la famille qui me poussent à rester, je décide de quitter la capitale. Je me sens plus le courage de paraître digne. C'est d'ailleurs la seule résolution que je parviens à prendre. En retournant chez moi, je m'aperçois que la situation a beaucoup évolué. La mobilisation générale a été décrétée sur tous les territoires de l'Algérie. Tous les hommes valides sont invités à se rendre à la caserne. En ville, les gendarmes procèdent à de fréquentes rafles dans les quartiers. Les hommes, surpris dans leur maison ou dans la rue, sont immédiatement incorporés. Les gendarmes ne font pas de détails. Ils embarquent tous ceux qui sont en âge de tenir un fusil. Les rafles s'étendent aussi aux douars limitrophes. Nul doute que nous ne serons pas épargnés et que notre tour viendra prochainement. Quelques douars ont pris la précaution de poser des guetteurs pour prévenir la venue des gendarmes. C'est peine perdue, et cela s'apparente plutôt à une défiance symbolique. Il est illusoire de tenter d'échapper à des gens qui ont la force avec eux et qui ne respectent rien. J'en avais fait la douloureuse expérience en Kabylie. Les gendarmes passent au peigne fin et sans ménagement chaque parcelle d'habitation. Inutile de vouloir engager la confrontation avec eux. La suite, demain à la même heure, vous pouvez vous abonner.